Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et la deuxième chaîne YouTube c'est DMG TV, histoire mystique exclusive où on poste tous les 15h00 heure du Cameroun des histoires exclusives. Voilà, je vous invite à vous abonner partout, Facebook, YouTube, TikTok pour nous suivre. Et voilà, on fait le direct tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok qui est toujours DMG TV. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Laissez des likes, commentez, partagez. Je sais, j'ai fait la même introduction tout le temps, oui, mais c'est ça. Laissez des likes, partagez, commentez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Recevez mes fraternelles et cordiales salutations. Partagez, likez, commentez. Le citoyen du monde revient dans la grande communauté avec une petite histoire. C'est un de mes binômes congolais qui me contait l'histoire, qui lui a été relatée par un pêcheur. Le pêcheur lui dit que depuis son jeune âge, il partait souvent chercher du poisson à la mer avec son papa. Vous savez, généralement, les fils aînés héritent parfois du métier de papa. Ce fut donc le cas pour ce pêcheur. Il partait pêcher avec son papa en pleine mer. Et son papa lui recommandait toujours à chaque fois qu'à la remontée du filet, qu'il relâche des petits poissons. Et à chaque fois, c'est ce que son papa lui disait. Et étant un garçon très soumis et très courtois, il le faisait. Chaque fois quand il remontait le filet, il relâchait les petits poissons. C'est donc ainsi que le papa a pris sa retraite à sa vieillesse. Et lui a légué carrément l'héritage professionnel. Au fur et à mesure, lui également, il a fondé une famille. Il a eu une femme qui lui a donné 2 jeunes garçons. Et lui, il avait besoin d'une fille. Un matin, il est allé à la pêche. Il a remonté le filet, il était en train de relâcher les petits poissons comme d'habitude. Il y a eu un peu une turbulence là, les vagues étaient un peu plus agitées. Il a remarqué une sirène qui est revenue à la surface des eaux. Et lui a dit, je sais que tu es un garçon très soumis et courtois. Tu as toujours suivi à la lettre ce que ton papa t'a appris. Je sais que tu as besoin d'une fille. Et en ce moment, ta femme a un retard de presque 1 mois. Elle donnera naissance à une fille. Et s'il te plaît, à la naissance de cette fille, donne-lui tel nom. La sirène est repartie. Les mois ont passé. Quand la grossesse est arrivée à terme, effectivement, sa femme a donné naissance à une très belle petite fille. Il lui a donné le nom que la sirène avait pourtant recommandé. Les années ont passé. La petite a grandi. Elle était très intelligente, très sage, très spirituelle en même temps. Tout ce qu'elle touchait fleurissait. Donc ainsi, elle grandit, elle se marie. Elle rayonnait de bonheur. Tout ce qu'elle entreprenait réussissait. Au fil du temps, quand elle prenait de l'âge, c'était une copie crachée de la sirène que le papa avait vue en pleine mer. Donc, une façon de dire ici que c'est pas tout esprit qui est forcément mauvais. Ça a été la récompense de la soumission que ce papa avait toujours eue depuis son jeune âge. Moi, je crois bien. Il a eu à respecter ce que son père lui disait. Donc, ça veut dire qu'il a respecté les génies des eaux. Et en retour, ces esprits lui ont fait une récompense, qui est cette jeune fille qui était née avec beaucoup de chance. Jusqu'aujourd'hui, qui est vraiment, qui vit dans l'opulence, tranquille. C'était un peu ça l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille. Partagez, likez, commentez.
que le Tout-Puissant nous glorifie. Si quelqu'un veut être bien dans sa vie, qu'il prie. Soyons bénis. Salut. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire. C'est une histoire que j'ai suivie dans un podcast américain qui parle d'exotérisme. En fait, qu'est-ce qui se passe? L'histoire du jeune homme, c'est laquelle un jour, le gars reçoit une note venant d'un notaire disant, l'informant d'un héritage qu'il a reçu de la part d'un arrière-grand-père. L'héritage, c'était quoi? C'était une grande maison. Quand il arrive, quand il arrive au sud, je crois que c'était en Louisiane ou un truc comme ça, il arrive là-bas, il se rend alors compte que c'était une ancienne plantation d'esclaves. Donc, apparemment dans sa famille, dans leur lignée, il y avait eu cela. Lui, il n'était pas informé parce que généralement, ils ont tendance à cacher ça. Ils ont tendance à cacher la source de leur fortune familiale. Lui n'était pas au courant. Il y a d'ailleurs des organismes qui existent là-bas qui s'approchent généralement des propriétaires pour leur proposer soit si tu peux permettre qu'on fasse des tours ici. Donc quand les gens font les trucs de comment est-ce qu'on appelle ça? Le tourisme. Il y a un nouveau genre, pas un nouveau, c'est un ancien genre de tourisme là. Les gens vont sur les propriétés, on leur montre un peu, voici la maison des esclaves, voici ceci. Certains pour ceux qui ont par exemple encore conservé leur terrain. D'autres ont parcellé le terrain et ont vendu morceau par morceau. Et puis, il y a peut-être seulement, et d'autres ont même transformé la maison principale qui ne ressemble plus à la maison au temps des esclaves. Mais certains ont gardé leur maison comme telle et ils ont permis à ces programmes-là d'utiliser ça comme zone touristique. Surtout ceux qui ont même gardé et les chaînes, les endroits, les maisons des esclaves, les trucs et tout ça. Et ils gagnent aussi de l'argent comme ça parce que ces gens-là prennent soin de ta maison, ils entretiennent la propriété. Donc ces gars-là approchent alors le jeune homme et lui explique alors qu'en fait ici c'était la plantation telle, c'était tel qui avait ça. C'est même comme ça qu'il a même commencé. Donc on lui montre un peu les documents. Voilà, c'était tel qui avait et puis après il a passé à tel, il a passé à tel. Ton arrière-grand-père s'appelait comme ceci. Donc on lui montre un peu. Et on lui montre même à quel moment est-ce que les derniers esclaves étaient partis de là. Ils avaient fui. On lui montre tout ça. Il était vraiment très intéressé. C'est vraiment waouh. Et ces gens lui expliquent alors que oui, on peut faire comme pour les autres. On peut prendre, tu peux nous louer ça. Pendant qu'en échange, on arrange l'endroit. On arrange vraiment bien l'endroit et on dit ça comme truc touristique. On s'entend ce nombre d'années et tout. Le gars dit qu'il n'y a pas de problème, il va réfléchir. En attendant, lui, il veut d'abord visiter la maison. Mais lui, dans sa tête, c'était aussi, il voulait, au cas où il trouvait des trucs précieux, des machins qu'il peut vendre, appeler des musées pour qu'ils viennent un peu voir ce qu'il y a de précieux. Il ne voulait pas aussi laisser que les gars viennent, il donne ça aux gens là, qui veulent faire le tourisme et tout ça. Non, il voulait d'abord appeler des gens de musée qui allaient vraiment voir comment était le truc. Ils les appellent, ils viennent, ils évaluent un peu. Ils évaluent les meubles, ils évaluent les trucs, ils prennent les photos, ils font tous les essais. Donc ils se rendent compte que waouh, franchement, il y avait les dos dans la maison là, seulement en meubles et en trucs. Mais pendant qu'ils sont en train d'évaluer, ils regardent le blueprint, donc la maquette. Donc sur le papier, ils regardent la maquette de la maison, ils se rendent compte que, mais attends d'abord, au niveau de ton grenier, on dirait qu'il y a une partie qui manque. Mais quand on regarde comme ça, le grenier est supposé s'étendre de tel endroit à tel endroit, c'est presque tout le haut. Mais il y a une partie qui manque. Et ces gens-là alors savent que dans ces plantations-là, parfois, il y avait des pièces secrètes que les anciens propriétaires créaient. Parce qu'au cas où, par exemple, les esclaves, parce qu'il y avait beaucoup de plantations qui avaient subi ces trucs-là. Donc, bon, je ne vais pas dire les esclaves, pardon, je ne vais pas manquer de respect à nos ancêtres. Des Africains qui avaient été kidnappés et avaient été vendus par ces démons-là. Il y avait des moments la nuit, ils se levaient, ils zigouillaient tous ces gens-là et ils fuyaient. Donc ces gens-là avaient commencé à créer des chambres secrètes. Donc au cas où il y a un problème, ils font monter leur famille là-bas, ils ferment et puis ils se débrouillent. Mais même avec ça, parfois des esclaves avaient même mis le feu à la maison, que gars, vous allez seulement tous brûler là-bas. Donc il y a eu des cas comme ça. Alors, ce monsieur lui dit en fait que non, le fait qu'il y a une partie du truc qui manque, ça veut dire qu'il y a un grenier ici, il y a une pareille chambre ici, et il faut qu'on la trouve. Peut-être que là-bas, ils ont plus de trucs. Il permet alors que ces gens amènent leurs ouvriers, ils ont finalement découvert la trappe et étaient dans la chambre d'un des enfants pour monter en haut.
C'est comme ça qu'il monte alors pour monter dans la partie du grenier là qui avait été cachée. Quand il monte alors, la famille trouvait les cartons, les trucs, les tableaux, la caverne d'Ali Baba. Mais ce qu'ils se rendent aussi compte, c'est que dans un coin, il y avait, c'était comme une chambre de torture. La famille avait les chaînes attachées, il y avait des instruments de torture, pas possible. Ils trouvent des cartons et justement aussi sur le sol, qui était en bois, ils voient des signes dont on avait apparemment fait on faisait des pratiques occultes là-bas, par les signes, les trucs qu'ils reconnaissaient. Et ces gens-là de lui expliquer alors qu'il y avait aussi, bien sûr, ces gens-là pratiquaient beaucoup la sorcellerie. Ils pratiquaient beaucoup la sorcellerie. Et apparemment, quand tu vois les chaînes et tout ça, ça veut dire que quand on demandait par exemple qu'il fallait peut-être le pénis d'un petit enfant de 5 ans ou bien les seins d'une jeune fille vierge et tout ça, ils prenaient une esclave et l'amenaient ici, la zigouillaient, ils faisaient leur rituel. Dans les cartons, alors, ils trouvent alors, il y avait aussi un petit truc là, ils trouvaient des livres, des machins, des trucs occultes. Et ces gars-là lui disent alors, regarde, par exemple, ces trucs-là, ça va coûter très cher parce qu'il y a des collectionneurs qui cherchent ces livres-là. Surtout, ils avaient aussi trouvé un livre apparemment qui appartenait à un grand magicien arabe. Un livre qui est tellement rare que ça vaut son pesant d'or. Ils ont vu ça là-bas, ils ont dit waouh, mais franchement, tu sais combien ça coûte, quelqu'un peut t'acheter ça des millions, hein. Donc c'est comme ça qu'on lui dit tous ces trucs-là. Lui alors, il dit aux gens là que ok, les gars, vous allez évaluer, mais rien ne bouge d'ici, vous allez prendre les photos. S'il y a des clients, vous me contactez. Lui, il voulait aussi aller par derrière pour demander à plusieurs autres personnes pour que les gens là ne le frappent pas. Quand les gens là partent, il prend tous les trucs parce qu'il avait aussi peur. Il dit qu'il avait peur que peut-être ces gens là ne viennent pas derrière. Il prend tous les trucs, il met dans son Lincoln Navigator, il repart dans sa ville. Quand il arrive là-bas, discrètement, il rencontre aussi certaines personnes des musées importants. Il lui raconte l'histoire, il montre les photos et il leur montre les photos des livres. Les gars aussi, où il dit qu'ils pouvaient voir la lumière briller dans leurs yeux. Surtout quand ils ont vu le livre arabe, ils ont dit comme vous ne savez pas ce que vous avez. La famille, c'est plus tard que le cinéma commence. Le gars dit que la nuit, parfois, il commence à faire des rêves. Il entend comment il y a des enfants qui sont tous courir dans la maison et s'amusent. Il se lève, il voit des petits enfants noirs qui courent. Parfois, il entend la nuit comme ça, il se lève en sursaut, il entend que quelque chose est tombé. Il part, il regarde partout, rien ne s'est cassé. Donc, un peu comme ça, un vase, quelque chose. Il regarde partout, rien ne s'est cassé. Une autre fois, il dit que c'était devenu tellement grave que même pendant la journée, il ferme la cuisine, ça s'ouvre. Donc, c'était comme s'il y avait des manifestations dans sa maison. Il avait commencé par aller chez son psychologue. On lui dit que non, il y a peut-être c'est l'émotion d'avoir découvert ce que tes ancêtres faisaient, les trucs horribles qu'ils faisaient. Peut-être que tu as été marqué et c'est ça qui joue dans tes rêves. Mais le truc, c'est que maintenant, quand ça commence à se produire en journée, au point où, même en journée, il est en train de marcher, subitement, il voit quelqu'un qui se tient là. Donc, un homme noir en haillons avec les chaînes, sans les yeux, qui se tient quelque part en carrefour. Donc, c'était du style, il était suivi par des choses qu'il ne comprenait pas. Au même moment, alors, le monsieur qui était supposé lui chercher les clients l'appelle aussi. Quand il lui dit que mais je ne me sens pas bien et tout ça, c'est là que le monsieur lui dit que non, les livres que tu as là, les trucs que tu as pris là, c'est sûr que c'est suivi par, ce sont des reliques en fait déjà que tu as. C'est suivi par des entités. C'est suivi par des forces et tout. Bon, je ne vais pas trop mettre long. En fait, le gars, finalement, il avait dû se rapprocher de certains prêtres et tout. Mais il avait vendu les livres. Non, le gars avait vendu un. Il n'était pas donné à l'église. Il avait vendu. Il a pris l'argent. Et puis après, il s'est rapproché des prêtres pour être purifié. Bon, c'était un peu long ce qu'il racontait. Mais c'est plus tard que j'ai compris, en fait. Parce que je ne savais pas encore ce que c'était que les reliques et tout. En fait, la famille, c'est un ganga du Gabon qui, au cours d'une émission là, qui parle de Dieu, qui questionne les choses par rapport à Dieu, qui avait un peu expliqué l'histoire des reliques. Il disait qu'en fait, il faut faire attention. Tout objet qu'on voit est un simple objet jusqu'au moment où quelqu'un utilise ça de façon répétée dans un rituel. Ça devient une relique quand c'est habité par des esprits. Ça peut être maintenant une relique positive qui, par exemple, apporte la richesse, les bénédictions dans la famille, comme ça peut être une relique négative. Comme ça peut être une relique qui porte un truc que vous devez nourrir avec le sang et tout ça. Donc faites attention parfois aux objets, surtout aux héritages, surtout les objets. Même un vêtement peut être une relique. Un cabas porté par une grand-mère, si c'était une grand-mère sorcière, gars, peut-être c'est son tapis de sorcière que je suis en train de prendre comme ça. Si c'est un truc, une grand-mère qui était, elle priait, elle était une bonne grand-mère, ça va plutôt t'apporter des trucs positifs dans la maison.
Et effectivement, une fois, j'ai parlé avec un moine. Et qu'est-ce que le frère dit? Il dit en fait que vous voyez par exemple les moines, surtout ceux qui sont souvent isolés et tout ça, ils ont souvent le chapelet. Ils ont souvent leur chapelet là. Et il y a parfois certaines personnes qui les approchent, leur demandent le chapelet. Et ils disaient que attention, on ne donne pas le chapelet à n'importe qui. Il y a des gens qui peuvent prendre le chapelet pour aller faire du mal comme pour faire du bien. Parce qu'il disait que le fait que tu as le chapelet là, tu pries tout le temps avec, tu pries tout le temps, tu charges ça de puissance, d'une énergie positive, tu charges ça de pouvoir. Et avec ce chapelet, tu peux aider les gens, tu peux chasser les mauvais esprits. Et en plus, les chapelets des moines qui sont exorcistes là sont super puissants et super dangereux. Certains peuvent utiliser ce chapelet pour emprisonner les mauvais esprits qu'ils retirent du corps des victimes. Comme certains. Donc vous avez un peu compris l'histoire des chapelets. La même chose même en islam avec le texbi, donc le chapelet que les musulmans utilisent aussi là. Parfois les gens donnent ça en héritage. Donc le chapelet de ta grand-mère passe à toi, et bien la grand-mère donne ça à son petit-fils. Prends ça, tu pries avec. Et si c'est une grand-mère qui priait, qui était vraiment pieuse, mon Dieu, elle vient te donner les bénédictions. Elle vient de te donner les bénédictions. Donc je crois que l'histoire de la jeune fille qui avait vu le livre là et avait pris, avait lu, en fait ce livre là était déjà chargé. Le livre de son père était déjà chargé et apparemment d'une énergie maléfique. Et ces gens-là, quand ils se sont rendus compte que le père il n'avait pas fait attention à son livre, on lui avait sûrement demandé un sacrifice où il devait sacrifier quelque chose de son corps pour être puni pour ce qu'il avait fait, où il donne la personne qui a touché au livre. Et il avait choisi de donner sa fille. Moi, c'est ce que je crois en fait de cette histoire-là. C'est ce que je crois de cette histoire-là. Parce qu'il y a un sage du royaume Bassa qui avait dit la même chose. Un jour, il était entré dans le bureau de son grand-père. Il avait trouvé un livre là-bas. Il dit qu'il avait pris le livre. Il ne comprenait rien à ce que... Il essayait de lire. Mais son grand-père, c'est comme son grand-père avait senti qu'il avait touché à son livre. Son grand-père était rapidement revenu à la maison et avait demandé, quelqu'un est entré dans mon bureau? Il avait dit, oui, je suis entré. Tu as lu le livre que tu as trouvé là-bas, dont le grand-père savait. Il a dit, oui, j'ai lu. Il a dit que, papa, s'il te plaît, ce n'est pas tous les livres qui sont bons à lire. Il y a des livres, on ne doit pas les lire. Dans la famille, il y a des livres, vous lisez, ça peut donner la folie, le prix à payer peut être énorme. Donc, faites vraiment attention. Et quand je parle de livres, je parle que ce soit de poupées. Il y a des serial killers qui ont pris des poupées. Ils ont greffé les cheveux de leurs victimes sur les poupées. Ils ont parfois même pris les peaux de leurs victimes pour faire les robes aux poupées. Vous vous rendez compte que cette poupée-là devient une relique. Et une relique maléfique dont elle transporte des énergies maléfiques des démons. Dans la famille, prenons soin de nous et faisons attention aux trucs que nous achetons même dans la friperie. On peut acheter des reliques maléfiques comme ça sans s'en rendre compte, comme on peut aussi acheter des trucs positifs. Et les bijoux aussi, faisons très attention aux bijoux. Quelqu'un peut prendre un bijou du moment où il fait des mauvaises pratiques dessus, il vient te l'offrir, il est en train de t'offrir une mauvaise relique. Passez une bonne journée, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Voilà, une autre histoire aussi, toujours dans le même sens des fantômes. J'ai un ami ici au Maroc qui m'a raconté que l'histoire, les gens ont entendu ça, hein, plusieurs versions en tout cas. Mais lui, moi j'ai déjà entendu l'histoire, mais lui il m'a dit que l'histoire s'est passée avec une dame de son village, tu vois. La dame, elle venait à Abidjan, à Djamé. Ceux qui connaissent à Djamé, marché Bourreau, c'est en Côte d'Ivoire. Donc la dame, elle vendait au marché Bourreau. Et ça, elle a rencontré un homme comme ça, il est venu à Abidjan, tous se sont rencontrés. Ils ont même eu des enfants, je crois 3 enfants. Je crois qu'elle a dit une fille et 2 garçons, n'est-ce pas? Donc la dame, ayant fait plusieurs années avec le monsieur, donc c'est comme ça, comment dirais plusieurs années avec plusieurs années ensemble. Et un jour, elle a dit au monsieur que bon, voilà que nous sommes en couple, je ne connais même pas un seul membre de ta famille. Pourtant, toi, tu connais ma famille, tu viens chez nous à la maison, chez mes soeurs, tout le monde te connaît. Mais par contre, moi, je ne connais aucun membre de ta famille. Donc, moi, je veux qu'on parte chez toi pour que je puisse connaître les membres de ta famille. Donc, c'est comme ça. Le monsieur a dit, ok. Ils ont pris la route, puisque je crois que le monsieur était véhiculé, ils ont pris la route. Pam, 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 ils sont partis. Arrivé quelque part, le monsieur, il a garé.
Et je crois même ils sont rentrés dans le village et il a dit à la jeune dame et les enfants que voici la cour de mon papa là-bas, allez-y. Moi, j'ai un ami d'enfance que je n'ai pas vu depuis belle lurette. Je vais m'arrêter là pour le saluer, tu vois. Ok, j'ai pris les affaires. Il a garé à l'entrée juste du village. Ils ont pris les affaires, les enfants. Eux, ils sont partis. Il a indiqué la maison, tout. Ils sont partis là-bas. Ils sont arrivés. La ressemblance déjà des enfants frappait même le village. Bon, quand ils sont arrivés, tout le monde, la dame dit, bon, il n'y a rien de grave, je suis venue avec mon mari. Un tel, elle a dit le nom du monsieur. Je suis venue avec mon mari, un tel, que voilà, il va là pour saluer son ami d'enfance, vu que ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu. Donc, il va saluer son ami d'enfance. Quel enfant, quel fils. Puis, elle a dit le nom du gars. D'accord, les parents ne sont pas à la main tout de suite. Hein. Ils ont attendu, ils ont emmené des gens à appeler l'ami en question. L'ami, il est venu. Que, il y avait un tel qui est arrivé chez toi. Il dit non, que celui-là, non. C'est maintenant, ils vont dire à la dame que le monsieur était décédé. Ça fait plusieurs années qu'il était décédé. Imaginez un peu le crac-crac dans la tête de la dame. Bon, elle s'est roulée, elle a pleuré, elle a tout fait les deuils. La famille lui a même montré la photo du défunt, du défunt, voilà. La famille lui a montré la photo, tout. Bref, elle a laissé les enfants là-bas et elle est rentrée sur Abidjan. Donc, ils sont là, dans lui, son village, les jeunes, les enfants sont là. Ils sont à moitié fantômes, moitié humains. Donc, ça existe, les fantômes, les histoires des fantômes. Bref, chacun pourra tirer la moralité. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons la 4e histoire. Bonsoir DMG. Bon, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez l'histoire. Je me nomme Stella. Je réside dans la ville de Yaoundé. L'histoire que je vais raconter, c'est une histoire que j'ai vécue personnellement. L'histoire s'est déroulée dans la ville de Douala. Je tiens à préciser que je réside à Yaoundé. L'histoire peut être intitulée « J'ai été trompée ». Par un ami. J'ai été trompée par un ami. Je me souviens, l'histoire s'est passée au mois de novembre. C'est un ami avec qui j'ai grandi, un ami avec qui j'ai fait tous les jeux qu'un enfant peut imaginer faire dans son enfance. Je ne peux pas dire que nous sommes déjà tellement âgés, peut-être, non, nous sommes justement rien que des jeunes. Il m'a appelé pour me faire part me proposer qu'il a un travail qui doit s'effectuer à Douala. Bon, vu qu'il travaille dans une société, je ne sais pas dans quoi ils font, dans une société, il m'a donc fait comprendre qu'il a une réunion qui doit se passer à Douala et il aimerait que je vienne servir d'hôtesse à la réunion. Je devais être payée une somme de 30 000. Il m'a donc fait comprendre que si j'ai une amie ou bien des amis que je pouvais amener pour venir travailler, j'ai donc dit d'accord. Il m'a dit que à tes amis, propose-les 20 000. Je paye le transport et ils seront logés. J'ai dit d'accord. Il m'a fait comprendre que la réunion devait se dérouler le lundi en soirée. Ce qui était que on devait voyager donc le matin, très tôt le matin pour arriver à Douala et passer la réunion, puis voyager, rentrer sur Yaoundé le mardi matin aussi. Ce que je trouve bizarre d'abord en premier lieu, c'est que sa grande sœur m'appelle pour me dire bonjour, je suis la grande sœur de ton ami. Il m'a fait comprendre qu'on devait voyager ensemble. J'ai dit oui. Elle me dit, bon, n'oublie pas ta CNI et aussi, si tu as un bikini, tu peux venir avec le bikini, vu qu'il y aura la piscine. J'ai dit, bon, je n'ai pas de bikini. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je trouve ça bizarre d'abord que si on parle de travail, sa grande sœur fait quoi?
à l'intérieur. Bon, je me suis dit que bon, il a branché sa grande sœur, ce n'est que normal. Il m'appelle, il me demande, ma grande sœur t'a appelé, je dis oui. Bon, tu ne bouges pas tant que je ne t'ai pas dit qu'on parte. J'ai dit, d'accord, sans souci. Étant donné que je devais voyager, je lui ai donc demandé que moi je ne peux pas voyager comme ça. Tu dois revenir voir ma mère pour lui dire qu'on voyage pour un travail. Je ne peux pas voyager comme ça. Il m'a donc dit, non, t'inquiète pas, je vais passer voir la mater. Il savait très bien au fond de lui que c'était pas un travail que je partais faire. Bon, ça dépend ici. Je ne peux pas dire que c'était pas un travail. Je peux dire que bon, ce qu'il m'a raconté, c'était pas ça. Mais, et à la base, d'abord, il m'avait fait comprendre que tu n'es pas obligé de dire à ta mère que tu voyages. Dis-lui juste que tu viens chez nous. Parce que ma mère le connaît très bien. Et il sait que non, il ne peut rien me faire de mal. Et j'ai l'habitude de partir chez eux. C'est un ami. Il m'a donc dit que je vais venir voir la mater. Comme tu insistes tellement. Et c'est comme ça qu'il arrive donc ici le lundi matin pour venir voir la mater. Il dit à la mater que comme ça. Elle part avec moi, ne t'inquiète pas. La mater dit donc ok, bon, comme c'est la fin d'année, moi j'avais peur, mais comme tu me rassures, d'accord, sans souci. Et donc, te voici qui en train de me dit que tu peux au travail. Il me dit que non, je ne vais pas prendre la permission. Je lui dis que bon, ça m'a échappé complètement même de la tête de lui demander que tu peux prendre une permission alors que c'est pour le travail, le même travail que tu fais ici à Yaoundé, c'est le même travail que tu peux faire à Douala. Je ne comprends pas pourquoi tu prends une permission. C'est là qu'il me dit que non, je m'en vais prendre une permission, je ne peux pas voyager comme ça et tout. J'ai donc dit d'accord. C'est comme ça qu'il m'appelle donc vers les shows de 16h pour me dire que nous sommes derrière l'agence, viens nous rejoindre. Je prends donc Kounia mon sac. Je suis arrivée à l'agence. On a voyagé première classe, pour préciser. Et je ne vais pas citer le nom de l'agence aussi. Première classe, on voyage. Étant dans le bus, je dis donc, bon, nous sommes là dans le bus. Explique-moi vraiment en quoi consiste le travail. Je veux savoir vraiment comment me comporter, comment faire, non? Je serai devant des personnes, il ne faut pas que je me comporte comme ça, il ne faut pas cela. C'est là qu'il rit. Et lui dit que tu ris, pourquoi? C'est là qu'il me dit qu'il n'y a pas de travail. Je sais que si je t'avais dit à la base où on partait, tu n'allais pas venir. Donc, j'ai préféré te mentir pour que tu voyages avec moi. Je lui dis que, mais tu me fais quoi comme ça? Maintenant, je suis là dans le bus. Il fait comment? Il me dit que non, ne t'inquiète pas, c'est rien de pénible. C'est juste un de mes cousins qui est sorti de l'Europe et il organise une fête à la maison. On part juste vivre, du quoi? Oui. Vivre, non. Nous tous, on connaît ce que ça signifie. On arrive là-bas. À Douala, vers 22h, ils viennent nous chercher. On entre dans une grande résidence, très grande résidence, à Bona Prison. On arrive là-bas. Une résidence gardée, c'était gardée par des gendarmes. C'est son père qui est le père de son cousin qui est haut cadre, haut placé dans ce pays. On arrive dans la résidence, on descend, on entre à la cuisine, nous installe. Je constate d'abord, j'étais assis avec mon ami sur la table, je constate d'abord des comportements bizarres. Sa grande soeur, elle sort avec son cousin, il y a un autre de ses cousins, il commence à bavarder, se chamailler et tout. Je dis donc, je demande donc qu'est-ce qui se passe là-bas dehors. Je demande à mon ami. C'est là qu'il me dit que non, il y a un petit problème. Là, j'ai dit quel problème il s'agit de quoi. Après, il me dit que il y a un de mes cousins, celui qui était assis à la cabine là. Il dit que on devait l'amener aussi une femme. Je lui dis que bon, quand tu dis qu'on devait aussi l'amener une femme, qu'est-ce que tu entends par aussi? Il dit que non, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas venu, machin. Toi, tu es seulement là pour rester avec nous et rien d'autre. J'ai donc dit, oh, ok, ça va. Ils reviennent à la cuisine. Ils me demandent, vous voulez manger? Moi, il dit oui. Moi, il était tranquille. Mon cœur était posé. Mon cœur était très posé. C'est comme ça que je dis donc oui, je vais manger. On commence à manger. On mange. Moi, il était tranquille. Ils ont donné à boire jusqu'à me forcer de beaucoup boire. Étant donné que moi,
Le vin ne me dit rien. Je ne veux pas dire que si tellement ils peuvent supporter le vin, mais le vin ne me tape pas facilement. Et comme ça, donc, au moment de dormir, sa grand sœur me dit que bon, tu vas dormir dans ta chambre. Je dis que, quelle chambre, comment? Je ne dors pas avec mon ami. Il me dit que non, lui, il a déjà il a déjà une personne avec qui il va dormir. J'ai dit donc mais c'est avec lui que je suis venue. Comment vous voulez me faire dormir dans une chambre seule? Elle me dit donc en appart que non, tu ne vas pas dormir seule. Tu vois mon cousin qu'on a laissé là-bas en bas là. Celui qui est venu nous chercher, celui qui est en train de conduire la voiture, c'est avec lui que tu vas dormir. Je lui dis que comment ça? Dormir avec lui, comment? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que je suis venue pour ça? Je ne sais pas. Après, il me dit que non, ne t'inquiète pas, il n'y a rien. Il ne va pas te manger, il ne va pas te mordre. C'est une personne inoffensive, il est tellement gentil et tout. C'est juste pour que vous causez. C'est comme ça que je dis donc, ah, d'accord. Il se faisait yata, il était à presque une heure. C'est comme ça que je finis de me laver, je pars au salon là où j'étais en train de jouer la PS5. J'arrive là-bas. Je reste avec eux pendant un moment. Après, je pars encore me coucher. Je pars donc me coucher dans la fameuse chambre. J'arrive, je me couche. Et puis, vers une certaine heure, je ressens comme une présence sur le lit. Je dis donc, mais c'est qui? Quelqu'un il se saute. Et me rend donc compte que c'est l'heure, vous inquiétez, la coucher. Il me touchait. Je dis donc, non, mais pourquoi me toucher? Après, il me dit que non, ne t'inquiète pas, juste qu'on cause. Je dis que non. Si tu veux qu'on cause, tu peux pousser de ton côté et on va causer. Moi, je n'ai aucun problème. Après, il me dit que donc, ma présence près de toi te dérange. Je dis que oui, ça me dérange. Après, il me dit donc, ok, sans problème, je vais pousser, je ne vais rien te faire. C'est là que je dis donc, ok, sans souci. Il me dit donc que, dis-moi comment tu t'appelles et tout. Je dis donc, à la base même, d'abord, moi, je ne sais pas pourquoi tu forces les choses. Je ne suis pas venue ici à Douala pour ça. Si je suis venue ici là, c'est parce que mon ami m'avait dit qu'il y avait un travail. Et en plus, il m'a fait comprendre qu'il y avait plus le travail, qu'on venait juste comme ça. Moi, on m'a jamais dit que je devais venir servir de femme à une personne ici. Il m'a dit que, ok, j'ai compris, reste tranquille. Le matin arrive, il me dit donc, bon, viens m'accompagner. Bon, c'est une résidence, c'est une très grande résidence. Tu ne pourrais pas facilement recouvrir l'eau. Et s'il fallait recouvrir l'eau, il fallait bien appeler. Je suis arrivée là-bas, ils avaient un wifi de l'étranger, ça dérangeait, ça ne captait pas bien. Je n'ai pas pu écrire à mon ami que tu es où. C'est là qu'il il me dit donc viens m'accompagner. Je monte dans la voiture. Il part laisser son petit frère à l'école, il laisse son petit frère au travail. On rentre. Il parle avec moi. Il me machin. Moi, j'étais même plus là, j'étais plus craquée, j'étais à Christ, ça n'allait plus. Comme ça qu'il me dit donc, il y a quoi? Je lui dis, tu es un peu, te sens bizarre. Après, il dit que non, je ne veux. Non, il n'y a rien. Il dit d'accord. C'est comme ça que j'arrive, donc il voit mon ami. Je dis à mon ami que c'est quoi que tu me fais comme ça? Donc tu me dis, je suis venue servir une femme à une personne et tu ne me dis même pas. C'est là qu'il me dit que non, il n'a jamais prévu ça, que c'est sa grande soeur qui a manigancé tout ça, qu'on lui a juste demandé de venir avec des filles. Il savait que non, que si c'est que les filles arrivent, elles vont juste prendre. C'est là qu'il me dit que, bon, moi je suis venue, je me disais qu'il allait juste prendre ton numéro et non qu'il va essayer de passer à l'acte directement. Je lui dis que tu vois donc dans quoi tu m'amènes. Le dialogue est nécessaire. Il y a certaines filles qui sont même faites pour ça. Il y a certaines filles que tu peux dire que non, viens, moi je vais... Il y a certaines filles que non... Elle est capable d'accepter ça. Il y a les filles qui sont faites pour ça. C'est là qu'il me dit que ouais, désolé, vraiment, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Mais bon, joue le jeu, joue dans sa tête. Tu vas voir, tout va aller pour le mieux.
Après, sa grande sœur vient me voir. Sa grande sœur me dit que bon, je veux parler avec toi, viens. Et là que je pars, elle me dit donc que toi-même, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Tu veux une position, non? Tu veux les choses, non? Fais juste ce qui te demande de faire. Toi-même, tu vas voir. Quand tu vas quitter d'ici, non seulement tu vas quitter avec l'argent, mais tu auras une situation financière stable. Toi-même, tu vas voir comment et tout et tout. Est-ce que, après, elle me dit que oh, non, on fonctionne ici comme chez les Blancs. Donc, c'est un mariage que moi j'ai arrangé. Toi, tu viens seulement, ce n'est plus qu'au il va te coutoyer, il va te gratter ou bien quoi que ce soit. Il dit qu'un mariage que tu as arrangé, j'étais au courant que tu as arrangé le mariage pour moi. J'étais même au courant, mon Dieu. Et étant donné que mon ami c'est en question, connaît bien avec qui je sors, il connaît bien mon gars. Et tu me parles de quoi comme mariage? Il me dit que non, vous pouvez même rester comme ça, là tu as tout ton gars, mais après, vous allez vous séparer et tout et tout. J'ai dit que non, moi je fais pas les choses comme ça. C'est pas comme ça que mon feu père m'a éduqué. Moi j'ai la crainte de Dieu et tout. Je suis une personne qui sait ce qu'elle fait et tout. C'est vrai, je n'ai pas les moyens. C'est vrai, on n'a pas assez de moyens, mais je ne vais pas me convaincre de faire n'importe quoi parce que je veux de l'argent, jamais de la vie. C'est là qu'elle me dit que, ouais, s'il te plaît, machin truc. Je suis dans une conversation entre eux derrière que si c'est que la fille que vous avez amenée est tellement compliquée, moi je ne vais pas dépenser mon argent. C'est comme ça que j'ai donc dit que, ah bon, et donc, je suis venue accomplir les conditions ici. J'ai donc dit que d'accord. Je lui ai dit que tu me fais rentrer demain mercredi à la première heure. Il m'a dit que, ok, ne t'inquiète pas, tu vas rentrer. Je lui ai dit que, rentrer ou pas, si c'est que tu veux même aujourd'hui, moi je rentre. Parce que moi j'avais un ami à Douala à qui j'avais à signaler le problème que j'étais en train de vivre. Il m'a dit que ok, c'est vrai que je n'ai pas assez de moyens maintenant, mais bon, tu peux d'abord prendre la moto, tu dis qu'on te laisse là où je suis. Et puis, tu vas voir, on va voir comment ça va se passer. Tu vas rentrer sur Yaoundé. C'est là que j'ai dit dans mon ami là que moi je veux sortir d'ici. Mais du coup, quand tu es ancré dans la résidence, tu ne peux plus sortir. Du coup, vous m'appelez quoi, ancré dans la résidence et on ne peut plus sortir. Si je demande maintenant au gardien, c'est là que je veux sortir, il va refuser que je sorte. Il me dit que non, tu ne peux plus sortir. J'ai dit donc, d'accord. C'est comme ça que je reste donc. J'ai donc commencé à prier, mon Dieu, que mon Dieu. Dieu seul est conscient qu'en quittant de Yaoundé, je n'étais pas au courant de ce qui devait se passer devant. Il savait très bien que moi, je voyageais parce que je voulais aller travailler pour faire un petit job. Pas pour autre chose. Et puis, nous sommes donc partis. Il fallait encore que je n'ai pas dormi dans la même chambre avec leur cousin. Je suis arrivée là-bas, j'ai tout fait pour aller me coucher aux environs de 4 heures. Du genre, on ferme les yeux, on se réveille directement le matin. C'est comme ça que j'arrive encore dans la chambre. Même chose, des approches et tout. Après, il me dit que, oh, ne me dis pas que, machin truc, laisse-toi faire et tout. Et tout, il dit que non, jamais de la vie. Moi, je ne suis pas venue pour ça. Et en plus, même d'abord, même s'il faut même que je suis vraiment venue pour ça, comme c'est même dans supposé qu'on est venu me dire que non, voici une personne pour toi. Mais, on doit apprendre à se connaître, on ne va pas directement passer à l'acte comme ça. Après, il me dit que, oh, ah bon, machin truc. Ça m'a changé. Le matin, personne ne m'adressait plus la parole. Personne. Laisse-moi dire à mon ami que c'est avec toi que je suis venue ici. Là. Donc, tu vas me faire rentrer. Et si tu ne me fais pas rentrer, j'ai à l'état à Yaoundé que si quelque chose m'arrive, on t'arrête. C'est comme ça qu'il me dit donc, ok, sans souci. J'ai compris. On va rentrer. J'ai donc dit d'accord. Le matin, comme je me suis réveillée aux environs de 11 heures jusqu'à 13 heures que nous sommes quittés de la maison. Là, je n'ai ni mangé rien, ni bu de l'eau, rien. On m'a même proposé de manger. J'ai dit que non, je ne mange pas. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. On m'a donc dit que ok. Tout ce qui s'est passé ici, il me dit que non, tout ce qui s'est passé ici, j'ai dit que ça ne va jamais rester. C'est parce que comme je suis en train de partir, là, je m'en vais raconter tout ça à ma mère. Et peut-être que j'ai même sauté beaucoup d'étapes. Je ne sais pas, mais je sais bien que quand je quittais de chez moi, tu es venu mentir, tu as eu l'audace de mentir à ma mère que
Parce que donc, toi, comme toi, tu es tellement arrivé, tu vis déjà ta best life, je ne sais pas pourquoi, tu as l'audace de venir mentir à ma mère, une pauvre veut que non, tu amènes son enfant pour un rituel sans son consentement, tu es normal. Là, qu'il me dit que je n'étais pas au courant de ce qui devait se passer. On ne m'a jamais rien dit. C'est là que j'ai dit que Dieu est grand. Parce que je ne sais pas ce qui pouvait m'arriver là-bas. Et si c'est que je voyageais, même que je n'informais pas ma mère que je vais voyager, qu'est-ce qui allait bien m'arriver? Qu'est-ce qui allait bien m'arriver à Douala? J'ai parlé de ça à un ami m'a dit que c'est comme ça que vous êtes. À chaque fois que tu entends ce mal-là, tu sautes comme le mouton. Prochainement, c'est même à l'escrime, non, là, les gars de l'escrime, non, qu'on va t'amener pour aller te tuer une fois. Mais j'ai dit non. Ça, c'était une personne que je connaissais très bien, vu que à la base, je l'appelle même mon jumeau parce que nous sommes nés le même jour, la même année, le même mois. C'est mon jumeau, je nous connais. Je lui ai dit ça. C'est une personne que ma mère connaît aussi très bien. Donc, je ne savais pas qu'il pouvait me faire les choses comme ça. La morale à tirer de cette histoire, c'est juste que faut pas faire confiance à tout le monde. Parce que la personne à qui tu as vraiment confiance, même que non, la personne qui ne peut pas me faire ça, c'est plutôt la personne qui te fait ça bien. Qui te fait ça vraiment que non, tu restes comme ça, tu as dépassé que non. Donc, on pouvait bien me vendre là-bas, on pouvait me prendre comme un sacrifice. Il allait rentrer à Yaoundé, lui tranquillement, dire même que je n'ai jamais voyagé avec lui. Ou bien dire que j'ai voyagé avec lui, puis arrivé là-bas, je suis partie, moi, mes routes. On allait le faire, quoi. Il ne m'a pas forcé à voyager, je suis partie de moi-même. Donc, je sensibilise juste mes frères et mes soeurs, que soient juste prudents. Et dehors est mauvais. Même ta propre personne, que tu penses que non, c'est ta personne qui peut te faire les choses comme ça. Merci beaucoup pour l'histoire, likez, commentez, partagez. Là, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille. Déjà, j'aimerais dire que tout ce que ta plateforme fait bien, tu vois. À écouter les expériences de vie de certaines personnes. Pareil comme moi, je dirais souvent de faire très attention. C'est un choix qu'on fait dans la vie. Si je parle ou je dis ça actuellement, c'est parce que il y a de cela 4 ans. 4 ans et demi. 2019, ouais. Fin 2019. J'étais à l'ouest. Bon, ce temps-là, je vendais dans un marché. Je vendais avec un ami. Et lui, il avait un patron. Bon, le patron là, il était tellement bon dans ce qu'il faisait que des fois, moi, je me demandais même, je pense pas que j'étais le seul. Je pense pas être le seul qui s'est posé souvent des questions. Parce que, imagine-toi, tu es dans un marché où plusieurs personnes vendent pratiquement presque les mêmes produits. Mais parmi, il y en a un qui parvient. Donc déjà, on rassemble pour tout le monde, ça n'atteint pas la quantité qu'il a vendue. Même quand il n'y a pas marché, tu vois le marché, ça sort un peu de façon naze et tout. Mais quand lui, il entre dans le marché, c'est comme si c'est rien que son produit qu'on vend. Donc du coup, mon type avec qui je vendais ensemble, tu vois, c'était son petit. Je sais pas comment ils ont fait pour se rencontrer. Vite, très rapidement, il est devenu son petit de confiance. Et ils étaient ensemble, tu vois, ils étaient ensemble. Ils faisaient des marchés ensemble. Et puis, c'était mon pote. Quand on dit mon pote à 90 degrés, ouais, frère. C'était mon pote. Je sais pas. En plus, c'était un anglophone comme moi. Et pendant son temps avec son patron, je dirais, il me disait souvent, son patron l'avait introduit, il parlait d'un type qu'on appelait grand maître, quelque chose comme ça, tu vois. Et que le type était tellement fort qu'il pouvait tout faire. Lavage de malédiction, protection, bénédiction et tout. Bon, moi,
En ce temps-là, bon, moi, je n'étais pas trop focalisé dans ce genre de choses. Ma part, c'était faire un maximum d'argent possible. Donc, vendre et puis j'ai mon argent le soir. Et puis après, on saute, on passe. Il m'avait dit, son patron l'avait présenté. Et puis quand il est allé là-bas, pour un départ, il m'avait dit qu'il ne devait pas tout me dire. Il devait juste me dire quelques-uns de ces choses et tout. Après, il m'a dit il allait, ils ont, je sais pas quoi, on lui donnait un produit pour se laver avec. Ça devait le protéger de quoi que ce soit, je sais pas trop. On l'avait donné un encore, il devait la mettre dans l'eau. Je sais pas, c'est chaque fois qu'il devait aller au marché, il devait la boire. Ce qui fait que quand il est devant son comptoir, quand il parle, au fur et à mesure qu'il parle, ça tire les clients. Ok. Cet ami, en fait, j'aimerais faire comprendre à certaines personnes. Quand je parle actuellement, comme je te fais comprendre, cet ami, mon ami là, il est décédé. C'est les conditions de son décès, sont les conditions alors de son décès qui m'est étrange, frère. Je ne dois pas te mentir, DMG. Jusqu'à aujourd'hui, j'arrive toujours pas à comprendre. Je me rappelle, parce que ça c'est tout simplement ce que je me rappelle, précisément 4 jours. 4 jours avant sa mort. Il est venu au milieu là où nous étions. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est sur moi qu'il est venu, en fait. Parce que ce soir-là, non, c'était le matin. Nous avons de 9h à 10h. Il est arrivé, il m'a vu. Parce que on était constamment ensemble, vu que au début même, lui et moi, on faisait le marché ensemble, côte à côte. Souvent, je vendais même avec lui. Il me disait, donc ce qui fait que j'étais un peu proche de lui que toute autre personne, parce qu'il était plus avec moi que d'autres. Fin 2019 là, j'avais remarqué qu'il perdait déjà le poids à une vitesse que je n'arrivais pas à comprendre. Quand je le voyais déjà, j'avais l'impression qu'il avait une maladie qui le rongeait à l'intérieur, mais il ne pouvait pas dire. Bon là, j'avais suspecté ça, mais bon, comme moi je suis un mec, je voyageais pour aller vendre et tout. Bon, 4 jours comme je le disais, avant qu'il ne passe, le type est venu me voir. Ce jour-là, j'avais autour de 9h, 10h. Il me dit, ouais bro, c'est comment? Il dit que gars, on est là, tu sais le pays, le Cameroun n'est pas facile comme tu vois. Et puis le matin, il me dit, gars, même de mon côté. Pourtant, moi, je sais que c'est quelqu'un que un temps, il avait déjà l'argent. Ok. Il me dit, bro, gars, je sais pas comment je peux faire. Là où je suis là, j'ai faim. J'ai besoin de manger. Je n'ai même pas 5 francs sur moi. Je dis, bro, même si c'est comment, la famille ne peut pas nous tuer, non. Si c'est pour cela, on ne peut pas manquer quoi mettre dans le ventre. Je lui ai dit, on ne peut pas quand même manquer quoi mettre dans le ventre. Le plus difficile, c'est de trouver quoi faire pour avoir un peu de sous. Bon, je l'amène maintenant chez les babanas qui ouvrent les restaurants, ils vendent des œufs là. Lui et moi, on parle là, on s'assoit, je le fais manger. Après avoir mangé, on sort du restaurant. Il me dit que, ouais bro, là, tu es mon sauveur, grand merci. Il me dit grand merci. J'ai dit que non, on ne dit rien bro, t'inquiète. Maintenant, au chemin, on rencontre encore un autre ami. C'était aussi un anglophone. Bon, lui, on avait l'habitude, quand on n'avait rien à faire, on partait chez lui, jouer la PS, tout et tout. On rencontre cet ami. Bon, lui décide, comme il n'avait rien aussi à faire durant la journée, qu'on passe aussi un peu du temps ensemble, quoi. Bon, en chemin, on cause. Et puis, arrivé où on travaillait, comme il n'avait rien à faire, il me propose. Mon troisième ami, l'autre ami qu'on a trouvé en chemin, il nous propose d'aller chez lui jouer à la PS. Quand nous sommes en train de partir en chemin, mon ami que je dis qu'il est décédé là,
Il me dit, bro, gars, je suis dans une réunion là au marché, ça me dérange. Et bientôt, c'est moi qui dois bouffer. Je ne sais même pas ce que je dois faire avec l'argent. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu me racontes comme ça, bro? Quel genre de réunion encore? Parce que tu pars dans les marchés, tu rentres dans les réunions. Tu n'as pas entendu certaines choses qui se passent par rapport aux réunions. Il me dit que, gars, laisse seulement, tu dois comprendre. Ce sont les étapes de la vie. Bon, moi, j'ai pris ça à la légère. J'ai dit, ok. Nous sommes alliés, on a joué à la PS. Subitement, un contact lui a appelé. Il décroche. Il dit, ouais, pardon, mon père, pardon. Je suis juste venu rencontrer mes meilleurs amis, je sais pas. On va aller, j'arrive, pardon. Dans ma tête, j'ai dit, je t'ai jamais vu dans cet état, il me dit, pardon. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Ok, il sort, il s'en va. Le lendemain matin, qui est le deuxième jour sur les 4 derniers jours qu'il a vécu sur Terre, il vient encore, il me voit. C'est alors ce jour-là que je n'ai rien compris. Ok, il vient, il me voit. Je lui demande, peux-tu m'accompagner au marché là? Je vais vendre un petit truc là et puis on rentre. Il me dit non, pas de problème. On passe maintenant dans le quartier, on va vers chez moi. Je prends la chose, nous sommes en train de longer le chemin. On arrive en bas chez une maman, elle m'appelle, parce que je suis une maman chaque fois au quartier et j'avais l'habitude de l'aider un peu, elle m'appelle. Pendant que je suis en train de l'aider, elle parlait un peu de Dieu, tu vois un peu DMG, un peu comme les mamans qu'on sait un peu, soit de Dieu et tout, elle parlait. Quand elle finit de parler, on reprend notre chemin, nous sommes en train de partir. Mon ami là me dit en regard. Bro, quand j'entends une femme parler trop de Dieu, comment ça m'énerve, moi je n'aime pas. Il commence à me dire ces trucs bizarres là. Okay. Ce qui prend un tournant dans l'histoire, en descendant, il me dit, bro, c'est comme si je n'ai que quelques temps sur la terre. Il dit, mais tu es malade. Tu me racontes quoi comme ça? Il faut m'arrêter les histoires. Gars. Si tu ne veux pas m'accompagner, tu rentres. Il me dit que non, sérieux. Que des fois, je reste à la maison. Mon cœur bat tellement fort que c'est comme si ça va exploser, sortir de ma poitrine. Des fois même, ça ne bat pas. Ça ne bat pas, absolument pas. Du genre, même pas le battement de cœur qui frappe 2 fois, coup sur coup, comme on connaît. Il dit que ça ne bat absolument pas. Bon, moi, je lui dis juste que, gars, peut-être c'est ton corps qui... Tu vois, parce que quand j'ai entendu dire quand le cœur veut pomper le sang, ça me dit que non, c'est autre chose. Bon, moi je tenais pas trop, je pigeais pas trop la chose. Quand on descend au marché, je vends la chose. Il m'a dit qu'il n'a pas 5 francs. Ça c'est ce qu'il m'avait dit, il n'avait pas 5 francs. Je vends la chose, j'enlève 500 francs, je lui donne. Il me remercie de tout son cœur. En redescendant, il paye la cigarette. Je lui demande que mais tiens bro, tu m'avais dit que... Il me dit carrément, gars, quand tu dois mourir, il n'y a rien à faire. Que même si je fume, ça ne doit pas changer à ce qui m'attend là. Mais je dis attends, c'est un délit ou bien qu'est-ce que tu... Après nous sommes allés dans les commentaires, nous sommes descendus. On a encore trouvé mon ami... que le premier jour on s'est trouvé là. Apparemment il nous cherchait. Pendant qu'on remonte, on est en train de causer. Il me dit que gars bro, comme tu vois là, tu es mon seul frère ici. Je te considère plus que tout le monde. Je dis que gars laisse, c'est rien, ce sont les choses de la vie. Il y a une fille qui vendait du yaourt qui passait dans le seau. Il appelle la fille. Quelqu'un qui m'a d'abord dit il n'a même pas 5 francs. Il appelle la fille. Il demande à la fille qu'on me donne un pot de yaourt. Celle-là, ça. Je me dis d'abord que mais je t'ai d'abord donné 500. Le pot de yaourt, c'est 600. Tu vas prendre l'argent pour m'en donner. Après, quelque chose dit que reste aussi, tu vois. Et là, on me donne le pot de yaourt. Je lui demande maintenant que gars, comment tu sais que tu n'as pas d'argent? Tu me donnes un pot et celui-ci là, il va faire comment? Il dit que non, prends aussi. Celui-là prend. Ça fait déjà 1000 et poussières. Pourtant, il m'a dit qu'il n'avait pas de l'argent. Et que je l'avais donné rien que 500. Alors, il envoie les mains dans la poche. Il voulait enlever un billet. Kaiti DMG. Un tas d'argent sort.
Je lui demande que mes frères, tu m'as dit que tu n'avais pas 5 enfants, non? Ça là, ça sort d'où? Jusqu'à mon autre ami l'avait sursauté. Il me dit que gars, vous ne pouvez pas comprendre. Restez seulement tranquille. Contentons-nous seulement de passer le peu de temps c'est qu'on est ensemble. Merde. J'ai alors eu des frissons. Nous sommes allés, même au lieu où on jouait la PS, j'avais même déjà peur. J'avais déjà peur. Alors il n'est plus rentré chez lui dormir. Il allait dormir chez un frère. Le 4e jour maintenant, que le dernier jour où cet ami meurt. C'est-à-dire, il vient me chercher. J'étais même pas là. J'ai entendu dire qu'il a contourné. Même celui, comme Dieu fait les choses. Celui chez qui la nuit précédente, il était allé dormir là. Quand il est encore reparti le 4e jour où il meurt pour aller dormir, arrivé celui-là avait voyagé. Donc, a priori, il devait mourir comme ça chez le gars. Mais Dieu, je ne sais pas comment Dieu fait ces choses. Le gars avait voyagé. C'est là où il rentre chez lui. Chez eux, au fait, là où il y avait sa mère et sa soeur. Bon, maintenant, après être rentré, voilà la version que son autre patron qui fonctionnait déjà avec lui m'a fait part. Que ce soir-là, il lui a appelé que ouais, boss, j'avais besoin que tu passes à la maison. Parce que je suis en train de vouloir voyager. Je ne sais pas si je dois revenir. Désolé pour avoir interrompu. Bon, c'est un peu ça. Tu vois, son patron me fait comprendre maintenant que il lui a appelé que ouais, il veut voyager. Mais il ne sait pas quand est-ce qu'il va. Il ne sait pas s'il va revenir. Que son patron vient, comme il devait son patron, il change le nom dans la réunion, c'est quelle réunion qu'il parlait. Comme ça, quand le moment de bouffer arrive, son patron bouffe à sa place parce qu'il ne serait plus là. Voilà indirectement ce qu'il a dit à son patron. Son patron bouffe, il enlève son argent qu'il doit, il remet le reste à sa famille. Et deux ou trois de ses soeurs m'ont aussi appelé, leur me disant que le soir là, il leur a appelé, dit que ouais, il les aime. Qu'il s'apprête comme ça à vouloir voyager. Et qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Maintenant, son patron dit que quand il a pris sa moto, en arrivant chez lui, il a constaté qu'il avait chuté. On le mettait juste l'air. Bon, lui, il se disait que peut-être il avait pris les tramoles comme on disait. Pas ça, c'est ce que lui disait. Il se disait qu'il avait pris les tramoles comme les autres. Il a donné 5 000 à sa soeur. Quand on achète le citron, on met dans sa bouche. Quand il se réveille, on le dit de lui trouver au bureau. C'était parti comme ça là. Tibla était mort comme ça, DMG. C'était parti. Personne n'a. J'ai dit que c'était. Je voyais ça devant moi comme un film. Donc, du 1er au 4e jour, il m'a tout dit. C'est-à-dire, et je ne suis pas son frère de sang. Je ne sais pas comment il a fait ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter une histoire qui se passe dans le Nyon Esso. C'est en fait un jeune ingénieur qui revient paniqué de la Chine où il était allé s'intéresser aux panneaux solaires. Il arrive alors, scandale dans la famille, il est en train d'accuser l'un de ses oncles, un papa de 60 ans, de l'avoir tué mystiquement, donc de l'avoir empoisonné mystiquement. Et il exige que le papa le soigne parce que apparemment lors des différentes consultations, on lui avait dit que le monsieur pouvait lui donner l'antidote. Mais intéressant, le papa dit carrément, donc en pleine réunion familiale, que non, il ne peut pas le soigner. Les esprits qui l'aident et qui lui montrent comment faire du mal ne veulent pas, lui interdisent de soigner. Voilà ce que le papa là répond. Les gens de la famille le menacent, on le menace zéro. Il dit qu'il ne soigne personne.
Alors le jeune ingénieur prend la direction des autorités, il va là-bas porter plainte, dit voilà telle personne m'a tué et refuse de me détacher. Au cas où je meurs, voilà qui m'a tué. Pendant ce temps, l'histoire arrive aux oreilles des autorités traditionnelles. Le chef, accompagné de quatre patriarches et quelques tradis praticiens, convoque l'oncle au centre du village donc pour le procès. On lui demande qu'est-ce qui se passe. Il dit que en fait la sorcellerie, on lui a donné ça quand il était tout petit. Si je me trompe, c'était une grand-mère, une de ses grand-mères qui lui avait donné ça quand il était petit. Et il dit aussi, il avoue avoir tué déjà plus de 8 personnes. Moi, ce qui m'étonnerait beaucoup, depuis qu'il est petit jusqu'à 60 ans, seulement 8 personnes qu'il a tuées. Et il avoue aussi avoir jeté un sort contre la population de ce village là-dedans. Ils n'allaient rien foutre, leur vie allait être zéro. Donc, on lui demande, faut libérer ce que tu as attaché. Le gars dit non, il ne peut pas le faire. Les tradis praticiens qui étaient alors là disent que, ok, comme en public, il a dit qu'il ne pouvait pas le faire, ça nous donne alors l'autorité d'agir. Les tradis praticiens rapidement concoctent des trucs qu'ils font boire à ceux qui veulent bien. Et ces trucs-là, ces potions étaient supposés les libérer. Pendant ce temps, je ne sais pas si c'était quelques semaines plus tard, l'ingénieur malheureusement décède de cet empoisonnement mystique-là. Et quand il décède, la police entre en jeu parce qu'il avait déposé une plainte écrite. On avait demandé au monsieur Libelle, il avait refusé. Donc comme il est mort, on vient interpeller, on vient arrêter le papa de 60 ans. La même chose, il répète sur la vidéo en plein journal, oui, c'est lui qui a tué, voilà ce qu'il a fait, c'est lui qui a aussi tué le jeune ingénieur, il ne pouvait pas le détacher, il a pris la sorcière qui a été petit. Donc, gaillardement, la police le menace, on lui demande, montre-nous sont tes choses, et il amène chez lui, on fouille sa maison, on y trouve quelques trucs, une certaine pierre, une certaine plante, certaines choses, et on l'amène aussi dans son champ, où on trouve là une vieille calebasse. La famille, je vous assure que la calebasse avait dû être fabriquée par Adam en personne, le premier homme. Elle est vieille. Une vieille calebasse et apparemment, selon ses dires, cette calebasse contient l'eau des cadavres qu'il utilise dans certaines pratiques sorcellaires. La famille, je vous raconte cette histoire, c'est pourquoi? C'est pour vous dire que ce monsieur-là, c'était un membre de la famille, un membre respecté de cette famille-là. Un papa de 60 ans. Et il n'était pas comme your typical witch doctor. On dit quand on entend souvent sorcier, on voit un vieux papa chétif avec des vêtements en lambeaux sur lui. Non, c'est un papa debout, solide, frais, un peu joufflu, même bien habillé, propre. Je vous assure, c'est lui qui a créé cette hécatombe-là, dans ce village, dans cette famille-là. Et même les 8 personnes qu'il dit avoir tuées, là, on a montré les tombes dans la vidéo. Moi, je crois que ce sont les 8 dernières personnes. En toutes ces années de pratique intense, là, je ne crois pas que c'est 8 personnes qu'il a tuées. Alors, ne jugez jamais les gens. Les parents, déjà, faites attention, vous envoyez vos enfants en vacances ou bien, je ne sais même pas si c'était en vacances ou mais sinon ses propres grands-parents, peut-être qu'ils vivaient ensemble dans la même maison. Vous voyez comment on a détruit, non seulement en détruisant un enfant, combien de vies ont été détruites à travers lui. Et ne faites jamais confiance au look extérieur de quelqu'un. Il est bien là, propre et tout ça, mais c'est un sorcier patenté. Je suis sûr que les gens de la famille, quand ils voyaient un vieux papa avec son bâton et les haillons marcher dans la boue, ils disaient, hey, regardez-moi le sorcier là, alors qu'ils étaient en train de dormir avec un puissant sorcier dans leur maison. En tout cas, passez une bonne journée la famille et que Dieu nous bénisse tous. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'édition d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Et d'ailleurs, on poste tous les jours à 12h00. Abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire. Dis-moi d'où tu regardes la vidéo, partage, commande. Et quand on dit partager, s'il vous plaît, c'est copier le lien de la vidéo et envoyer dans les groupes WhatsApp, Telegram et autres. Merci, portez-vous bien. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.